22 heures sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Le président de la République participe au 15e sommet BRICS Afrique et au sommet Chine-Afrique qui se tient actuellement à Johannesburg en Afrique du Sud. Et succès indien, le vaisseau lunaire Chandrayaan 3 atterrit sur la Lune. Bonsoir à tous. Le premier sommet des pays membres des BRICS Afrique s'est ouvert ce matin à Johannesburg en Afrique du Sud. Plusieurs pays africains ont pris part à ce sommet, dont notamment le président de la République Ismaël Omar Guelleh, qui était à la tête d'une forte délégation ministérielle. Plusieurs sujets donc étaient à l'ordre du jour de ce sommet. Voici donc un commentaire de notre collègue Aoui Abdi. Des BRICS Afrique se tient ici à Johannesburg, en Afrique du Sud. Ce sommet des BRICS se tient en 2 temps. Le premier volet de cette assise a ouvert mardi une réunion où les pays membres des BRICS ont affecté leur audience de travail pour la réalisation des objectifs de ce bloc. En effet, c'est dans cette ville multiculturelle, considérée comme le moteur économique du continent africain, que les dirigeants du bloc des économies émergentes BRICS, composées du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, se sont donné rendez-vous avec les dirigeants des pays africains pour la première fois que se tient ce sommet où il sera question de consolider leur potentiel économique et de rendre plus audible leur voix sur la scène mondiale. Placé sous le thème BRICS Afrique, collaboration pour un futur durable, le sommet a rassemblé ici, outre le dirigeant des pays membres du bloc, plusieurs chefs d'État et de gouvernement des pays africains, dont le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui est à la tête d'une forte délégation ministérielle. C'est dans le centre de congrès Saint-Anne à Johannesburg que les dirigeants du BRICS et les pays africains se sont rencontrés au cours d'un sommet d'envergure mondiale où les dirigeants des BRICS et ces 2 pays invités pour cette occasion. Plusieurs questions sont à l'ordre du jour, notamment dans le secteur économique, politique, de coopération, en vue de promouvoir un ordre mondial plus équilibré et inclusif. Il est noté qu'à travers ces sommets, les pays membres du groupe BRICS et les dirigeants africains, initiateurs de cette rencontre de haut niveau, cherchent à renforcer davantage la coopération dans divers domaines tels que l'économie, le commerce, l'innovation, la science et la technologie, mais également promouvoir le développement durable en mettant l'accent sur des pratiques économiques et environnementales responsables permettant de faire face au changement climatique. Le BRICS est un acronyme de 5 émergents, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, est apparu en 2001. Introduit par l'économiste en chef de la banque Goldman Sachs pour désigner 4 grandes économies émergentes à cette époque. Entre autres, le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, qui partageaient des caractéristiques économiques communes, avec notamment une croissance rapide. C'est en 2006 que le ministre des Affaires étrangères du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine ont tenu une réunion à New York pour discuter des questions internationales d'intérêt mutuel. Cette réunion a été suivie par un sommet en 2009 où l'Afrique du Sud a été invitée à rejoindre le groupe, transformant ainsi le BRIC en BRICS. Les pays membres de BRICS représentent une part significative de la population mondiale de ressources naturelles et de la production économique. Selon la Banque mondiale, en total, les pays des BRICS ont une population de près de 3,24 milliards d'habitants et les revenus nationaux combinés s'élèvent à 26 billions de dollars. Cela représente 26% de l'économie mondiale. La nouveauté de cette rencontre des BRICS cette année est que près de 69 dirigeants des pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine ont été invités pour prendre part à ce sommet
en Afrique du Sud. En effet, ces pays, en majorité issus du continent africain, ont des atouts stratégiques, économiques ou ont en abondance des ressources naturelles comme l'Égypte, l'Algérie, Djibouti, l'Éthiopie ou encore l'Angola. Les BRICS offrent aux pays africains des opportunités de coopération économique, d'investissement, de financement, du développement et des dialogues politiques. Ils contribuent au développement économique et social de l'Afrique en renforçant les liens avec les pays émergents et en offrant des alternatives aux institutions financières traditionnelles. Autant que porte d'entrée de la Corne de l'Afrique, la République de Djibouti, qui occupe une position stratégique pour le commerce international, a beaucoup à offrir. Situé à l'intersection de l'Afrique, de l'Asie et de l'Europe, le pays offre un accès sans pareil aux marchés régionaux et mondiaux. En effet, le port de Djibouti est l'un des exceptionnels pour les entreprises, les investisseurs et les entrepreneurs désireux d'explorer les opportunités dans divers domaines tels que la logistique, les transports, les infrastructures, les télécommunications, mais aussi l'énergie et le tourisme, et bien plus encore. Ces atouts font de Djibouti l'un des pays favoris parmi les nombreux candidats à toquer à la porte de la BRICS. Au terme de ce sommet BRICS Afrique qui se tient pour la première fois ici à Johannesburg, était l'occasion d'établir non seulement une plateforme de partenariat solide et bénéfique entre les économies émergentes du BRICS et l'Afrique, mais aussi d'affirmer la volonté des BRICS à élargir le bloc pour un avenir de développement mutuel et une économie mondiale équilibrée et plus inclusif. Awa Abdi, RTD, Johannesburg, Afrique du Sud. Et durant ce sommet, donc le président de la République, qui a pris part donc accompagné d'une importante délégation ministérielle, a prononcé un important discours dont voici la teneur. His Excellency Cyril Ramaphosa, President of the Republic of South Africa, Excellencies, heads of states and governments, distinguished guests, leaders and guests. Firstly, I would like to Tout d'abord, je voudrais exprimer ma gratitude à son Excellence le président Cyril Ramaphosa, au président de la République d'Afrique du Sud et au peuple sud-africain pour leur accueil chaleureux et leur hospitalité lors de notre visite dans ce beau pays. Au nom de tous les États membres de l'IGAD ainsi que de moi-même, je voudrais vous exprimer ma gratitude, Monsieur le Président, pour m'avoir invité à assister à ce 15e sommet des BRICS tenu en Afrique sous présidence africaine et axé sur notre continent. Le partenariat entre les BRICS et l'Afrique va au-delà de la commodité, c'est un impératif stratégique. Ensemble, nous avons le pouvoir de remodeler le paysage, de promouvoir une croissance inclusive et d'éradiquer la pauvreté. En unissant nos forces, nous pouvons créer un monde dans lequel aucune nation n'est laissée pour compte, où la prospérité est partagée également et où le développement durable devient une réalité. L'Afrique possède des ressources et combinée aux capacités technologiques et au potentiel d'investissement des BRICS, elle ouvre des opportunités sans précédent pour les deux régions. En allouant des ressources au secteur des infrastructures, de l'énergie, de l'agriculture et de la fabrication, nous pouvons générer des opportunités d'emploi, améliorer la productivité et sortir des millions de personnes de la pauvreté. C'est un moment à saisir pour établir des liens, promouvoir des activités commerciales et permettre un transfert de technologie qui garantira l'émergence de l'Afrique en tant que puissance économique mondiale. Djibouti se présente comme un partenaire et un allié engagé des pays BRICS. Nous soutenons également les efforts menés par l'Union africaine en faveur de l'intégration économique à travers la mise en œuvre de l'accord de libre-échange global africain. C'est une étape qui place l'Afrique à la place qui lui revient dans l'ordre mondial. Nous apprécions vos efforts pour faire progresser et renforcer le partenariat entre les BRICS et le continent. Lors des sommets, nous avons déjà identifié des domaines clés qui contribuent à un partenariat mutuel bénéfique. Votre leadership dans le renforcement des relations entre les BRICS et l'Afrique nous motive à apporter des contributions substantielles à nos objectifs et intérêts communs. Cher Président, l'IGAD
félicite le partenariat des BRICS pour avoir créé une plateforme offrant l'opportunité de diversifier et d'élargir le paysage économique mondial. Il ne fait aucun doute que les BRICS constituent une force à la fois politique et économique. Il s'agit d'une réussite, comme en témoigne le nombre croissant des pays aspirant à rejoindre ce groupe, ainsi que la performance louable de la nouvelle banque de développement avec son vaste portefeuille des projets visant à maximiser l'impact sur le développement. Poursuivant son allocution, le président de la République a rappelé que les BRICS se voulaient donc être une plateforme de rechange et de collaboration au continent africain, cherchant non seulement un partenariat fructueux, mais aussi de discuter également des voies et moyens de renforcer davantage des liens politiques et culturels entre les participants. Réécoutons le président de la République. Delighted to announce that IGAD fully aligns. Je suis ravi d'annoncer que l'IGAD s'aligne pleinement et soutient les priorités définies par la présidence des BRICS pour 2023. Plus précisément, l'Afrique et l'IGAD visent à mobiliser des investissements afin de développer des infrastructures qui relient certaines parties de notre continent, stimulant ainsi la croissance du commerce intra-africain et les chaînes de valeur. En effet, l'IGAD est fier d'être l'un des éléments fondateurs de la zone de libre-échange continentale africaine. Nous saluons de tout cœur le rôle important que les BRICS peuvent jouer en soutenant nos efforts collectifs en tant que continent pour stimuler le commerce, les investissements et le développement des infrastructures dans le contexte de cette entreprise capitale. Comme nous le savons tous, il est largement admis que les plans et programmes économiques échouent souvent sans un engagement et un soutien financier durable. C'est pourquoi nous saisissons chaleureusement cette opportunité d'explorer et de développer davantage certaines des idées et décisions qui ont été discutées lors des réunions des dialogues BRIC-Africa Outreach, BRIC+, en 2013 et 2018. Nous espérons sincèrement que l'établissement étendra son soutien aux efforts de l'Afrique visant à combler l'énorme déficit d'infrastructures sur notre continent. Selon les données de la Banque africaine de développement, l'Afrique a besoin d'un investissement annuel de 170 milliards de dollars pour améliorer globalement ses infrastructures. La combinaison de chocs externes qui ont perturbé les progrès dans de nombreux pays, ainsi que des coûts d'emprunt élevés et d'obligations croissants au titre du service de la dette, a rendu difficile pour nos économies d'attirer de nouvelles ressources financières. L'Afrique, avec ses ressources, sa population jeune et son potentiel inexploité, est devenu un symbole d'espoir et d'opportunité. C'est un continent qui a fait face à des défis, mais qui continue de se relever avec résilience et détermination. Aujourd'hui, l'Afrique se trouve à un tournant où elle peut libérer son potentiel et apporter une contribution substantielle à l'économie mondiale. Monsieur le Président, distingué invité, au cœur du mandat de l'IGAD se trouve l'obligation de renforcer le multilatéralisme. De plus, l'un de nos principes consiste à renforcer la participation des femmes au processus de paix. En effet, ce n'est que la semaine dernière que nous avons lancé le Forum des femmes, paix et sécurité de l'IGAD dans le cadre de notre engagement inébranlable à exploiter le pouvoir transformateur des contributions des femmes à la consolidation de la paix et à la résolution des conflits. Enfin, nous soutenons l'appel à des réformes de l'architecture internationale et abordons l'ossification des inégalités, des lacunes et des inefficacités. Nous devons travailler ensemble sans relâche pour garantir que la nouvelle architecture soit réajustée pour répondre aux défis mondiaux d'aujourd'hui. Profitons de ce partenariat d'aujourd'hui pour renforcer les idéaux et l'esprit de croissance afin que nous puissions ouvrir la voie à un avenir plus brillant et plus prospère pour l'ensemble de nos peuples. Dans l'actualité également, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a présidé aujourd'hui en fin de matinée une réunion avec les membres du Comité national de lutte contre le terrorisme. L'objectif de la réunion visait à faire un point sur l'état d'avancement de la préparation du processus d'évaluation mutuelle du dispositif national de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Cet exercice d'évaluation mené par le groupe Action financière regroupant des États du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord permettra aux institutions publiques et privées djiboutiennes opérant
opérant dans les secteurs financiers de développer et renforcer leurs capacités dans ces domaines en se conformant aux recommandations du GAFIMON. Le procureur général, qui a récemment été désigné coordinateur national par décret présidentiel, a fait part des actions entreprises et des prochaines étapes du processus. À l'issue des échanges, le Premier ministre a conclu la réunion en appelant tous les acteurs concernés à s'impliquer de manière efficace afin de faciliter le bon déroulement et la réussite de ce processus d'évaluation nationale. Nous restons à la primature. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, chef du gouvernement par intérim, a reçu aujourd'hui l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte, Hussam El-Din Reda, à Djibouti, donc pour une visite d'adieu au terme de sa mission dans notre pays. À cette occasion, le Premier ministre et le diplomate égyptien ont fait un tour d'horizon des différents programmes réalisé de concert dans le cadre du partenariat fructueux existant entre les deux pays. Le Premier ministre a félicité le diplomate égyptien pour le travail remarquable accompli durant sa mission à Djibouti. Il n'a pas manqué aussi de souhaiter à l'ambassadeur une bonne continuation dans sa carrière professionnelle. Il convient de rappeler que l'ambassadeur d'Égypte à Djibouti avait remis ses lettres de créance au président de la République, Ismaël Omar Guelleh. C'était le 20 septembre 2021. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh Abdillah, a présidé le 21 août dernier au Djibouti Palace Kempinski la cérémonie d'ouverture de l'atelier régional de réflexion sur la gestion des dépouilles mortelles des migrants à Djibouti. Cette cérémonie a vu la participation du secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Siraj Omar, de la représentante de l'OIM à Djibouti et de la représentante de l'OMS, organisée conjointement avec le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur et le bureau de l'OIM à Djibouti, dans l'objectif principal étant d'esquisser les pistes d'action à entreprendre qui vise à faciliter la mise en place d'un réseau de parties prenantes qui peuvent travailler en collaboration pour relever les défis liés aux migrants disparus dans la région. Et le ministre de la Santé, tout en se félicitant de l'excellente relation de collaboration entre le ministère de la Santé et l'OIM, a souhaité aux participants venus des pays de la région la bienvenue à Djibouti, terre d'accueil et d'hospitalité. Djibouti donc a toujours été une terre de transit important. De nombreux migrants de la région qui, sur la route migratoire, sont exposés à des risques mettant leur vie en danger, notamment les difficultés à trouver de la nourriture et de l'eau, entraînant déshydratation, accidents de la voie publique le long des routes migratoires avec perte en vie humaine. Écoutons à présent l'intervention du secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Ça, à Obok, il y a un comité multisectoriel qui regroupe tous les acteurs concernés, la préfecture, la gendarmerie, les WARF, le ministère des WARF, la garde-côte évidemment, la police nationale, etc. Tous ceux qui sont concernés par la gestion des dépouilles mortelles. Ils sont formés, ils sont très bien formés. Certains ont même acquis une expertise en la matière, mais il leur manque quelque chose. Il leur manque, si vous voulez, l'institutionnalisation de ce comité. Pas qu'à Obok. Obok, ils ont une longue expérience de 4 ans, mais il faut faire la même chose à Alisabié, il faut faire la même chose à Tadjoura, parce que comme on le sait, on se focalise sur Obok, parce que Obok c'est le terminus, c'est là où se passe, c'est là où c'est plus médiatisé et médiatique, parce qu'il y a les naufrages, la mer, etc. Mais comme ça a été dit, sur le corridor à Alisabié, à Tadjoura, sur la route de l'unité, il y a des fois des morts. Donc il faudrait peut-être aussi penser à mettre en place ce genre de comité sur le même principe, sur la même méthodologie dans les autres régions, et les doter d'outils maintenant. Il faudrait qu'ils soient outillés. Ils sont formés, très bien formés, comme je l'ai dit, mais il leur manque des outils. C'est aussi les concours qu'on demande à l'OIM, à tous ceux qui travaillent dans ces domaines, ce qui sera fait par l'État et sera. Et je me réjouis d'ailleurs, je ne l'ai pas dit au début, je devrais le dire, de la présence du ministre de la Santé qui est avec nous. On le remercie véritablement pour sa présence. Ça rehausse le niveau de notre atelier et ça montre aussi l'importance que le ministère de la Santé accorde à cette thématique. Suivons à présent l'intervention du ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh. Souhaiter la bienvenue à tous les autres cadres qui sont ici, qui participent donc à la discussion et à l'analyse de la situation actuelle des gestions de dépouilles mortelles des migrants dans notre pays, afin d'identifier les défis et les contraintes pour déterminer les interventions prioritaires à mener en termes d'identification des migrants décédés, mais aussi des suivis pour leurs familles. Je saisis cette occasion pour féliciter sincèrement tous les humanitaires, toutes les forces de défense et de sécurité, les gardes-côtes,
qui œuvrent inlassablement au secours de ces migrants. Également remercier la représentante de l'OIM pour avoir pris l'initiative d'organiser conjointement ce présent atelier régional en y associant le ministère de la Santé et le ministère de l'Intérieur. Comme vous le savez, mon pays, la République de Djibouti, a toujours été un pays d'accueil des réfugiés, mais également un pays de transit pour les migrants de cette région. L'emplacement stratégique de Djibouti en fait l'hôte de certains des flux migratoires le plus important du continent africain. Des milliers de migrants traversent Djibouti chaque année, cherchant à se rendre dans les pays du Golfe, mais également indirectement en Europe, à la recherche d'opportunités économiques et en réponse aux chocs climatiques tels que la sécheresse, l'insécurité alimentaire, les conflits et la violence. En effet, pour l'année 2022, plus de 167 000 mouvements ont été suivis à Djibouti, des flux migratoires que nous assumons, qui souvent engendrent des répercussions importantes sur les services publics, et notamment ceux de la santé. Et en 2022, nous avons noté 75,28% des évacuations sanitaires des régions de l'intérieur vers la capitale ont été au profit de migrants. C'est pour mieux répondre à ces défis migratoires que le gouvernement djiboutien continue de mener des efforts considérables pour améliorer l'offre sanitaire dans notre pays. Le ministère de l'Éducation nationale a lancé hier la première session de formation de stage préliminaire de la rentrée scolaire 2023-2024 en faveur du personnel d'encadrement pédagogique et des formateurs. Un pool de formateurs composé d'une trentaine de conseillers pédagogiques et de formateurs a suivi cette première session qui s'est tenue au centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental et du 23 au 24 août, organisée en partenariat avec FHI. La formation a permis aux participants de conforter les acquis de l'année dernière et de découvrir les spécificités des nouveaux manuels, livrets et guides de français revisés. Plus globalement, cette session vise à préparer les formations des enseignants qui débuteront le 27 août prochain et se poursuivront jusqu'au 31 août prochain dans les établissements scolaires et au centre de formation. Notons enfin que ces stages de formation préliminaires découlent d'une volonté forte du MENFOP qui met tout en œuvre pour développer davantage les capacités des enseignants afin de renforcer la qualité des enseignements et des apprentissages. Et suivons à présent la réaction de l'expert de la formation qui a formé ces pédagogues du ministère de l'Éducation nationale. Nous sommes en train d'effectuer la première formation avec les pools. Ceci donc pour préparer les formations qui auront lieu la semaine prochaine. Chaque année donc nous effectuons une formation auprès des membres du pool pour qu'ensuite ils répliquent cette formation eux aussi avec les enseignants. Donc cette année, la nouveauté, c'est les outils révisés de la 5e année et de la 9e année. Notre formation est axée sur le français à l'école de base. Donc sont concernés cette année, dans cette formation, les enseignants du niveau de 5e année et les enseignants du niveau de 4e année. Donc chaque année, en fin du mois d'août, juste avant la rentrée, a lieu ces stages de formation et les membres du pool préparent cette formation-là. Nous préparons ces formations-là en vue de faire progresser la qualité de notre système éducatif, notamment la lecture. Et nous poursuivons avec ce communiqué qui nous émane de la mairie de la ville de Djibouti qui demande de la libération immédiate des espaces publics occupés illégalement. Il s'agit essentiellement de terrains occupés par les véhicules abandonnés, les épaves, les garages sauvages et les restaurants clandestins et ambulants. Ces opérations de libération vont débuter le 25 août prochain et se poursuivront jusqu'au 20 septembre prochain. Fin du communiqué.
En sport, à présent, dans le cadre du championnat du monde d'athlétisme de Budapest, l'athlète Mohamed Ismail Ibrahim dit Fatah, un athlète olympique spécialiste des courses de fond qui a participé tout à l'heure, donc il y a quelques instants, à l'épreuve des 5000 mètres, s'est qualifié pour la finale. Notre brillant athlète Fatah s'est qualifié pour la finale du championnat du monde d'athlétisme de Budapest en Hongrie. Bravo donc au champion Mohamed Ismail, qui est un espoir de l'athlétisme djiboutien, et il vient de faire ses preuves encore une fois, rappelant que Mohamed Ibrahim Fatah avait remporté plusieurs titres par le passé, dans le dernier championnat de la francophonie en République démocratique du Congo, à Kinshasa notamment, où il avait décroché la médaille d'or sur 5000 mètres. Après l'athlétisme, parlons football. Le match retour, victoire du club Arta Solar 7 contre l'équipe Orsed de la Somalie sur un score de 3-0. L'équipe phare Arta Solar 7 récidive avec la victoire en battant cet après-midi l'équipe somalienne de Orsed sur un score de 3-0. Durant le match aller, l'équipe d'Arta Solar avait battu l'équipe Orsed sur un score de 3-0 également. L'équipe Arta Solar s'est qualifiée pour le deuxième tour préliminaire de la CAF. Arta Solar 7 va affronter en deuxième tour préliminaire l'équipe égyptienne de Zamalek le 15 août prochain. L'édition 2023 du triathlon de Tadjoura approchant à grands pas, les triathlètes d'Obok se préparent avec enthousiasme pour cet événement sportif très populaire, et afin de s'assurer que tout se déroulera sans accroc, le sous-directeur Ali Houto a tenu une réunion avec les athlètes locaux pour un dernier point sur les détails de l'organisation. La réunion a permis aux athlètes de discuter des attentes et de clarifier certains aspects pratiques de la compétition. Il a également été question de l'importance de l'entraînement régulier afin d'être au meilleur de sa forme le jour de la compétition. Il est important de rappeler qu'Obok a déjà accueilli la seconde édition du triathlon l'année dernière, ce qui a permis aux athlètes locaux de se familiariser avec les exigences de la compétition et de développer leurs compétences en triathlon. Cette expérience passée sera certainement un avantage pour les participants d'Obok cette année. Ainsi, les Obokois sont prêts à se lancer dans la 3e édition du triathlon de Tadjoura avec confiance et détermination. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. C'était dans le titre de cette édition. L'Inde a réalisé le premier alunissage sur le pôle sud de la Lune. L'Inde a intégré le club très fermé des grandes puissances spatiales quelques jours après le crash d'une sonde russe dans la même région. 4 ans après une tentative ratée, le pays le plus peuplé au monde rejoint les États-Unis et la Russie parmi les nations qui ont réussi un alunissage maîtrisé en mettant pourtant nombre de ces missions à des coûts bien moindres. Chandrayaan 3, qui signifie vaisseau lunaire en sanskrit, s'est posé près du pôle sud lunaire peu exploré. Cette nouvelle tentative du programme indien en plein essor est intervenue 4 ans après un échec cuisant, l'équipe au sol ayant perdu le contact avec l'engin peu avant l'arrivée sur la Lune. Développé par l'Organisation indienne pour la recherche spatiale, Chandrayaan 3 comprend un module d'atterrissage baptisé Vikran, signifiant vaillance en sanskrit, et un robot mobile appelé Pragyan, sagesse en sanskrit, pour explorer la surface de la Lune. La fusée indienne est en effet beaucoup moins puissante que la Saturne V, la fusée du programme lunaire américain. Elle a dû effectuer 5 ou 6 orbites elliptiques autour de la Terre pour gagner en vitesse avant d'être envoyée sur une trajectoire lunaire d'une durée d'1 mois. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end sur Télé Djibouti.